Alors, qu'est-ce qui fait qu'une écriture est belle? Je veux dire, pas juste lisible, non, vraiment captivante. C'est un vrai mystère. Et c'est justement ce mystère qu'on va essayer de percer ensemble aujourd'hui, en se plongeant dans l'une des écritures les plus admirées qui soit, l'écriture persane. Voilà, c'est vraiment la question qui va nous guider. Pourquoi cette écriture, la persane, est-elle considérée comme, comme l'une des plus belles au monde? Comment expliquer qu'elle fascine les gens depuis des siècles et des siècles? D'où lui vient cette esthétique si unique? Bon, pour percer ce genre de mystère, il faut bien commencer quelque part, non? Et quoi de mieux qu'un chef-d'œuvre pour ça? On va donc s'intéresser de très très près à un manuscrit incroyable du XVe siècle, un manuscrit qui, à lui seul, incarne toute cette beauté. Alors, regardez-moi ça. On parle du manuscrit des poèmes de Nizami. Il date de 1431, créé à Hérat par un scribe du nom de Mahmoud pour le sultan Shahrokh. Mais attention, ce n'est pas juste un livre, c'est bien plus que ça. C'est une pure œuvre d'art. Il faut imaginer un peu, il y a 38 illustrations à l'intérieur et elles sont faites à partir de pierres précieuses, réduites en poudre, de la malachite, du lapis-lazuli. Le plus fou, c'est que la brillance de ces couleurs, elle est encore là, plus de 500 ans après. Ça vous donne une idée du savoir-faire, c'est juste incroyable. Mais alors, d'où vient une telle beauté? Évidemment, ça ne sort pas de nulle part. Pour trouver la réponse, il faut creuser, et creuser profondément dans l'histoire. On va remonter jusqu'aux racines, aux valeurs mêmes de l'ancien empire perse. C'est notre premier indice. Alors, pour bien comprendre, petit voyage dans le temps. On part pour l'Empire achéménide. Il a été fondé par Cyrus le Grand aux alentours de 550 avant Jésus-Christ et c'était vraiment un empire pionnier sur beaucoup de points. C'est là que des choses majeures se sont passées comme la fameuse déclaration des droits de l'homme sur le cylindre de Cyrus ou la construction de la magnifique Persépolis. Bref, tout ça a vraiment forgé leur culture jusqu'à la conquête par Alexandre le Grand en 330 avant notre ère. Et au cœur de cette société, il y avait un principe fondamental, l'artha. L'artha, en gros, c'est un concept qui regroupe la justice, la vérité et l'ordre. Et attention, ce n'était pas juste des mots en l'air. Le mensonge, par exemple, n'était pas seulement mal vu, non, c'était carrément considéré comme un péché mortel, c'est dire le niveau d'exigence morale. Et forcément, ça a imprégné toute leur culture. Et comme je disais, ce n'était pas qu'une belle idée abstraite. On en a la preuve concrète avec le cylindre de Cyrus, qui date de 539 avant notre ère. Écoutez bien ce principe. Il garantit la liberté de croyance et de conscience à tous les peuples de l'Empire. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. C'était d'une modernité mais absolument stupéfiante. Et tout ça, ça nous amène à une première hypothèse, et elle est assez fascinante. On peut se demander, est-ce qu'une culture qui valorise autant ce qu'on pourrait appeler la beauté de l'âme, c'est-à-dire la justice, la vérité, l'humanité, n'aurait pas tout naturellement cherché la beauté dans tout ce qu'elle créait? Une sorte de quête d'harmonie qui se serait transmise à travers les âges pour finalement atteindre son apogée dans des œuvres comme notre fameux manuscrit. Ok, donc si cette beauté de l'âme est notre premier gros indice, le deuxième, on va le trouver dans quelque chose de beaucoup plus concret, le monde matériel. On quitte un peu la philosophie pour la pratique et on va voir comment un savoir-faire purement fonctionnel a pu se transformer en véritable art. Pour ça, il y a une comparaison super intéressante qu'on tire de poteries anciennes. D'un côté, on a les vêtements grecs. Bon, ils sont décrits comme de simples morceaux de tissu juste pour se couvrir. Et de l'autre, les vêtements perses. Là, c'est autre chose. Des pantalons, des tuniques finement taillées, super pratiques pour monter à cheval, et en plus décorés de motifs hyper complexes. Le contraste est juste saisissant, et ça montre tout de suite une maîtrise artisanale beaucoup plus avancée. Mais comment on en est arrivé là? En fait, l'évolution est assez logique. Tout commence avec la maîtrise de l'équitation. C'était une compétence clé pour les anciens Perses. Qui dit cheval, dit besoin de vêtements pratiques, comme des pantalons bien coupés pour être à l'aise. De ce besoin purement fonctionnel est né un savoir-faire en couture de plus en plus pointu. Et petit à petit, ce savoir-faire technique s'est transformé en une vraie culture du design, une appréciation de la beauté des formes. Et voilà notre deuxième hypothèse. L'idée que des compétences très pratiques, qui sont nées d'une simple nécessité, ont évolué pour devenir un artisanat tellement sophistiqué qu'il a fini par nourrir un véritable amour culturel pour l'élégance et la beauté des formes. Une sensibilité esthétique qui, par la suite, se serait appliquée à tout le reste. Bon, on a exploré le pourquoi, la culture, l'histoire, l'artisanat. Maintenant, passons au comment. On va plonger dans la technique et essayer de décoder les règles très spécifiques qui donnent à l'écriture persane cette fluidité, cette élégance si particulière. C'est un peu comme si on allait révéler les secrets de fabrication. Alors, quels sont ces fameux secrets? Concrètement, la beauté de l'écriture persane repose sur 5 règles, 5 piliers.
les ligatures, la ligne de base flexible, le crénage, ce qu'on appelle le kashida, et enfin les formes variables des lettres. Voilà, c'est ça le cœur de son esthétique. On commence par ce que j'appellerais l'art de la connexion. Prenez les ligatures. Une ligature, c'est tout simple. C'est quand on fusionne deux lettres, ou même plus, en une seule forme, toute fluide, toute continue. Ensuite, il y a le crénage, ou kerning en anglais. Ça, c'est l'art de faire en sorte que les lettres puissent se chevaucher un peu ou venir se nicher dans les espaces vides les unes des autres. Rien avec ces deux techniques, on obtient un flux visuel qui est totalement ininterrompu, très harmonieux. Ça, c'est l'un des trucs les plus fascinants pour moi. Nous, avec notre écriture latine, on est habitué à une ligne de base bien droite, bien rigide. Eh bien, l'écriture persane, pas du tout. Elle n'est pas prisonnière de cette ligne horizontale. La ligne de base peut s'incliner jusqu'à 27,5 degrés, elle peut s'incurver, onduler. Ça donne une dynamique, une impression de mouvement à toute la composition. C'est un peu comme si les mots dansaient sur la page. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que cette beauté est aussi super efficace. Grâce à toutes ces techniques qu'on vient de voir, le persan est environ 50% plus économique en termes d'espace qu'une traduction du même texte en russe, par exemple. 50%, c'est la preuve ultime que l'élégance et la compacité, eh bien, ça peut tout à fait aller de pair. Alors, au final, que retenir de tout ça? On a nos indices historiques, culturels, techniques. Il est temps de tout mettre ensemble pour voir où ça nous mène, pour arriver à notre conclusion. Et il y a une citation du philosophe Wilhelm von Humboldt qui, je trouve, résume tout à la perfection. Il a dit « On ne saisit véritablement une langue que lorsqu'on la perçoit comme une activité créatrice ». Et je crois que cette idée, c'est vraiment la clé de tout. Parce que c'est exactement ça que la culture persane a réussi à faire. Pour eux, l'écriture, ce n'est pas juste un outil pour communiquer. Non, c'est une toile pour l'expression créative. Et c'est cette philosophie-là qui a élevé leur écriture au rang d'art et qui a donné naissance à une calligraphie d'une élégance qui traverse les siècles. Et on va terminer sur cette question, une question profonde qui était posée dans la source originale et que Dostoïevski a rendue célèbre. La beauté sauvera-t-elle le monde? Franchement, quand on observe la splendeur de l'écriture persane, qui est le fruit de cette quête millénaire de justice, de savoir-faire, d'harmonie, eh bien on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'elle détient peut-être, au moins en partie, un début de réponse.